Ces varègues commencent à remonter les fleuves russes dès la fin du 8e siècle dans un but commercial. Autour de l'an 800, ces marchands sont surtout attirés par le califat abbasside qui est à son apogée. Les varègues empruntent la route de la Volga qui leur permet d'atteindre la Caspienne où se trouve la porte d'entrée du califat. Ils fournissent aux Arabes des fourrures et des esclaves en échange d'objets précieux. Après 850, le califat commence à s'affaiblir tandis que l'empire byzantin reprend du poil de la bête, ce qui déporte le commerce vers la mer Noire. Du coup, la route du Dniepr commence à supplanter celle de la Volga. Or, c'est aussi à cette époque que les Vikings amorcent leur politique de colonisation. Pour résoudre la surpression démographique, les cadets sont invités à partir au loin pour fonder de nouveaux domaines, en Angleterre, en Normandie, en Islande ou en Russie. La ville de Novgorod est fondée vers 860. Ça permet aux varègues de se faire des esclaves et des fourrures directement sur place avant de les emmener à Constantinople. Plus au sud, la ville de Kiev est également en plein essor. En 862, le varègue Rurik est proclamé prince de Novgorod, ce qui marque symboliquement le point de départ de la Russie. On part en Russie à la découverte du tout premier tsar, l'homme qui a posé les bases de la Russie. Bon, dit comme ça paraît pas super intéressant, mais si je vous dis Ivan le Terrible, là c'est mieux. Et si je vous dis que c'était même l'une des idoles de Staline, là c'est encore mieux. Alors partons en Moscovie au XVIe siècle, à la découverte d'un mec pas seul dans sa tête. À 17 ans, il est temps pour lui d'endosser son rôle et de devenir prince de Moscovie. Il réunit donc les boyards pour leur annoncer la nouvelle. Mais là non, il leur annonce qu'il ne deviendra pas prince, mais tsar. En 1560, après une agonie d'1 an, Anastasia, la femme d'Ivan, meurt dans des conditions troubles. Ivan est persuadé qu'elle a été empoisonnée par les boyards. C'était sa femme qu'il aimait plus que tout qui réussissait à elle seule à le canaliser, et qui l'aidait à se calmer lors de ses moments de colère. Mais sans sa femme, Ivan s'estime trahi par les siens, mais également par Dieu. Désormais, plus rien ne peut l'empêcher de sombrer dans la folie. Il devient alors paranoïaque et fait enfermer puis exécuter tous ceux qu'il soupçonne être liés plus ou moins à la mort de sa femme. Il ne se contente pas de tuer les coupables, ou du moins les supposés coupables. Il fait également arrêter et tuer toutes les familles, femmes et enfants inclus. C'est ainsi qu'il fait exécuter à tour de bras tous ceux qui s'opposent à lui. On lui donne alors le surnom de Ivan Grozny, un mot russe qui signifie craint ou redoutable, faisant ainsi allusion autant à ses délires meurtriers qu'à sa réussite en tant que tsar. Mais une mauvaise traduction transformera plus tard Ivan le redoutable en Ivan le terrible. En 1570, il gouverne seul, il asservit son peuple et va créer une véritable police politique. Les Opritchniki sont une milice composée de cavaliers qui se déplacent dans toutes les terres du tsar pour faire régner l'ordre. Ces derniers sont responsables de nombreux massacres, dont celui du village de Novgorod, où l'intégralité du village est massacrée. Ivan aime assister aux nombreuses exécutions sur place publique, où les méthodes d'exécution sont aussi diverses qu'exotiques. Pendaison, empalement, bûcher, découpage à la scie, broyage, dévoré par des ours, bref, de quoi satisfaire son désir de sang. Après la mort de sa femme, il se remarie, et plusieurs fois même, puisqu'au total il aura 8 femmes, mais aucune ne parviendra à combler le vide laissé par Anastasia. Évidemment, tout le monde ne le soutient pas. Ainsi, son meilleur général, André Kourbsky, et de nombreux nobles fuient la Russie. Ce dernier continuera d'échanger des lettres d'insultes avec Ivan jusqu'à sa mort. Ivan se met à suspecter de trahison de sa propre milice, et les Opritchniki sont dissous. En 1917, 2 révolutions vont provoquer la chute de l'Empire russe en quelques mois. De ces événements vont ensuite émerger un nouveau système politique, puis une nouvelle superpuissance. La Russie impériale entre en guerre en 1914. Les victoires sur le front sont de courte durée et les échecs militaires affaiblissent l'Empire. Début 1917, la Russie est en proie à de graves pénuries. Le 8 mars, les ouvrières d'une usine de Saint-Pétersbourg doivent faire la queue après leur journée de travail pour acheter du pain. Mais les rations sont épuisées. Elles descendent dans la rue pour protester et sont rapidement rejointes par une foule de mécontents. Le soir venu, ils sont 100 000 travailleurs à défiler et à appeler à la grève. 1917. A demonstration in St. Petersburg starts over a simple demand for a higher bread ration, gets out of hand, includes a new demand, transfer of power from the Tsar to an elected parliament. The Tsar reacts in customary fashion, turns his troops loose on the demonstrators, but something goes wrong. La crise s'amplifie et le tsar est contraint d'abdiquer.
Cette révolution inattendue entraîne une vacance du pouvoir, qu'un gouvernement provisoire mal préparé essaie de combler. La révolution russe installe au pouvoir le parti bolchevique, qui entame des négociations de paix avec l'Allemagne. Craignant que des opposants se réunissent autour de l'ancien tsar et de sa famille, Lénine ordonne l'assassinat des Romanov. En 1921, l'armée rouge occupe toutes les républiques indépendantes de l'ancien empire de Russie. En 1922, Moscou proclame la création de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le Parti communiste russe détient désormais les pleins pouvoirs. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, décède le 21 janvier 1924. Déjà victime d'une attaque cérébrale en mai 22, Lénine avait abandonné toute activité à la suite d'une nouvelle attaque en mars 23. Il avait entre-temps rédigé un ensemble de notes improprement dénommées « Testament », qui ne seront rendues publiques que plusieurs décennies plus tard. Il s'y défie de Staline, qu'il trouve trop brutal, voire dangereux, et propose de le démettre du poste de secrétaire général du parti, auquel celui-ci vient d'être récemment nommé. Il y pointe les dangers de la rivalité entre Trotsky et Staline et le poids déjà excessif de la bureaucratie. À peine nourris, contraints à un travail pénible dans un froid impitoyable, ils sont des milliers de prisonniers, paysans déportés, prêtres, intellectuels et criminels à succomber. Ce matériel humain afflue de toute l'Union soviétique. Les rouages du régime pénitentiaire le plus sophistiqué du monde fonctionnent à la perfection. Le poète Maxime Gorky écrit « Sur les grands chantiers de notre pays, nous éduquons des milliers d'hommes socialement dangereux pour en faire d'honnêtes ouvriers. » Un appareil de terreur implacable a été mis en place. Pour contrôler son réseau concentrationnaire, Staline a besoin d'un système de surveillance dont les hommes ont subi un entraînement de type militaire. La police politique devient l'organe le plus puissant de l'État soviétique. Elle est depuis longtemps l'égale du parti. Bientôt, elle le contrôlera. La police politique existe depuis le début de la domination bolchevique. La commission spéciale pan-russe de lutte contre la contre-révolution et le sabotage, plus connue sous le nom de Tchéka, a été créée en décembre 1917, quelques semaines seulement après la révolution d'octobre. La sentinelle de la révolution, véritable terreur de la bourgeoisie, ne tarde pas à jouir d'une funeste réputation. L'organe de terreur existera jusqu'à la chute de l'État soviétique sous des noms différents. GUPU, OGUPU, NKVD, MVD et KGB. Les méthodes de la Tchéka sont barbares et dès 1918, des milliers de soviétiques sont assassinés. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, après 6 années de combats et plus de 60 millions de morts, les grandes puissances européennes d'avant-guerre sont affaiblies. Il ne reste dans le monde plus que 2 superpuissances, les États-Unis et l'URSS qui s'étaient alliés pour vaincre l'Allemagne nazie et l'Empire du Japon. L'URSS, ou l'Union des républiques socialistes soviétiques, est un immense territoire qui couvre 1/6 des terres émergées de la planète. C'est un État fédéral à régime communiste composé de 15 républiques et dirigé par un parti unique. En Europe, les 2 puissances jouent de leur influence. Les États-Unis sortent le portefeuille avec le plan Marshall. Ils offrent des prêts conséquents aux États européens afin de relancer l'économie et d'instaurer des échanges commerciaux. L'URSS de son côté veut protéger ses frontières et met en place des gouvernements pro-soviétiques dans les pays libérés. L'Europe se retrouve divisée en 2 blocs séparés par ce qui est surnommé le rideau de fer. En Allemagne, les Alliés fusionnent les territoires qu'ils contrôlent pour créer la RFA, ne respectant pas les accords signés avec les Soviétiques. En réaction, l'URSS impose un blocus sur Berlin-Ouest, qui est toujours sous contrôle des Alliés. Un pont aérien est mis en place pour ravitailler la zone. Désormais, les 2 puissances se craignent. De part et d'autre commence une chasse aux sorcières. Aux États-Unis, les employés fédéraux sympathisant aux idées communistes sont licenciés, ainsi qu'à Hollywood qui devient un outil de propagande anticommuniste. En URSS, toute forme d'opposition est sévèrement réprimée. Au-delà de l'idéologie et du jeu d'influence, la confrontation entre les 2 puissances sera aussi, entre autres scientifique,
industrielle, spatiale, sportive et militaire. Tout au long de la guerre froide, il y aura de nombreuses confrontations indirectes entre les deux puissances et leurs alliés. La première se déroule en Grèce, où une milice communiste résistante de la Seconde Guerre mondiale, soutenue par les soviétiques et armée par la Yougoslavie, entre en guerre civile contre le parti monarchiste traditionnel, soutenu et financé par les Britanniques puis par les États-Unis. En Amérique latine, les États-Unis jouent de leur influence pour ne laisser aucune place au communisme. Mais le pays échoue à renverser militairement le nouveau gouvernement communiste à Cuba. L'URSS profite de cet échec pour se rapprocher diplomatiquement du pays. Des soldats et des navires militaires soviétiques sont envoyés sur l'île et des missiles y sont installés en direction des États-Unis. La tension atteint alors son paroxysme, les forces marines des deux parties se font face, le monde entier retient son souffle, de nombreux pays se préparent à la Troisième Guerre mondiale. Mais après des négociations, l'URSS accepte de se retirer et d'enlever ses installations militaires, si en retour les USA promettent de ne pas attaquer Cuba et d'enlever leurs missiles en Europe. C'est l'histoire de la guerre meurtrière qui a opposé durant 10 ans la superpuissance soviétique aux résistants afghans. Une guerre dont les séquelles surgissent tous les jours dans l'actualité. C'est l'histoire d'une guerre absurde qui changea la face du monde. Alors, avant les années 70, l'Afghanistan a été un émirat puis un royaume jusqu'en 1973, année du coup d'État non violent qui dépose le roi Mohammad Zahir Shah. Son cousin Mohamed Daoud Khan, meneur de ce coup d'État, prend le pouvoir et s'autoproclame président. Il est au début proche de l'URSS et soutenu par le PDPA, le Parti communiste afghan. Mais leurs relations vont vite se détériorer et en 1978, un nouveau coup d'État a lieu pendant ce qu'on appellera la révolution de Sor, menée par le PDPA. Le 27 avril, le palais présidentiel est pris par les communistes et le 28, Daoud Khan et sa famille sont exécutés. Naît alors la République démocratique d'Afghanistan, donc communiste. C'est un point évidemment important puisqu'on est en pleine guerre froide. Et c'est réellement à partir de cette période que l'Afghanistan sombre bien plus profondément dans l'instabilité de laquelle il n'est toujours pas sorti aujourd'hui. Un certain Nour Mohammad Taraki prend le pouvoir, mais il est rapidement assassiné et remplacé par Hafizullah Amin. C'est vous dire si ce nouveau régime est stable. Forcément, des réformes idéologiquement communistes commencent à être mises en place, et ça ne plaît pas à toute une part de la population, toujours très attachée à ses traditions culturelles et religieuses. Des groupes de guérilla, affiliés à des partis politiques, et pour certains déjà actifs dans les années 70, se soulèvent contre les communistes, et des conflits apparaissent un peu partout dans le pays. Ça pousse l'URSS à intervenir et dès 1979, des troupes soviétiques pénètrent dans le territoire afghan avec l'accord du président. Dans le cadre de l'opération Storm 333, ils font atterrir 2 divisions de l'armée de l'air à Kaboul pour sécuriser la capitale. Dans le même temps, des unités au sol pénètrent dans le territoire par les villes de Kouchka et Termez. Ces unités progressent et sécurisent rapidement un certain nombre de villes du pays, mais peu, voire pas du tout, les zones rurales et montagneuses. L'URSS intervient pour consolider sa présence dans le pays, non seulement parce qu'elle craint les rebelles afghans, appelés les Moudjahidines, mais également la tendance autonomiste vis-à-vis du bloc soviétique du président Hafizullah Amin. Et d'ailleurs, ce dernier sera assassiné par les forces spéciales soviétiques et remplacé par Babrak Karmal. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale Vladimir Ilitch Lénine, située à Tchernobyl en Ukraine, explose et provoque une des plus importantes catastrophes nucléaires de l'histoire. La veille de l'accident, les opérateurs commencent un essai technique par une procédure de réduction de puissance du réacteur. Entre 13h et 23h, contrairement au programme initial, le réacteur est maintenu à mi-puissance à la demande du centre de distribution électrique. Vers 23h, la réduction de puissance reprend, mais l'état du réacteur est alors inapproprié à la réalisation de l'essai. Pressés de rattraper le retard du programme, les opérateurs décident de le réaliser malgré tout. L'essai démarre. Les vannes d'alimentation en vapeur de la turbine sont fermées. La température monte dans le cœur du réacteur et provoque une augmentation de la réactivité. Le réacteur se met à diverger de manière incontrôlable. À 1h23 40 secondes, le chef opérateur ordonne l'arrêt d'urgence. La totalité des barres de commande qui permettent de réguler la puissance du réacteur commence à descendre dans le cœur,
mais n'ont pas le temps d'arrêter la réaction en chaîne. À 1h23 minutes 44 secondes, c'est l'explosion. Depuis la révolution de 1917, l'État soviétique exerce un contrôle totalitaire sur l'économie. Il surveille également toutes les activités industrielles et encadre tous les aspects de la vie politique et sociale. Un nouveau leader apparaît en 1985. Sa politique d'ouverture et de réforme constitue une réponse réaliste aux problèmes de l'URSS. Il s'agit de Mikhaïl Gorbatchev. Gorbatchev devient secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique en 1985. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, son accession suscite de grands espoirs de renouveau pour l'Union soviétique. Cette nouvelle ère est symbolisée par deux réformes, la perestroïka et la glasnost. Mais au sein de l'URSS, la restructuration économique est lente. Et avec les nouvelles libertés individuelles, les mécontentements peuvent désormais être exprimés ouvertement. Les gens doivent toujours faire la queue devant les magasins dont les rayons sont souvent vides. De la viande aux allumettes, les produits de consommation courante sont rares. Pourtant, des milliards sont dépensés pour que le pays conserve sa position de superpuissance. Plus le système économique stagne, plus le système politique se révèle incapable de répondre aux problèmes économiques et sociaux sous-jacents. C'est dans ce contexte que les forces nationales centrifuges acquièrent de plus en plus de pouvoir au sein de l'Union soviétique. Elles finiront d'ailleurs par provoquer sa chute. Vers la fin, le facteur le plus déterminant a sans doute été que les élites politiques et Gorbatchev lui-même ne croyaient plus en l'Union soviétique. Tandis que la popularité de Gorbatchev s'étiole, une autre personnalité se fait de plus en plus présente sur le devant de la scène. Boris Yeltsin, autrefois proche de Gorbatchev, critique la lenteur de la perestroïka. Les tensions montent entre eux lorsque Boris Yeltsin remporte la première élection présidentielle russe en 1991. Boris Yeltsin, Russian president and former Soviet government member sacked by Gorbachev, had come to symbolize resistance to the coup. Début décembre, Boris Yeltsin, s'exprimant au nom de la Russie mais aussi des dirigeants de l'Ukraine et de la Biélorussie, déclare officiellement la fin de l'URSS. En 1999 commence la fulgurante ascension de Vladimir Poutine qui va le porter au sommet du pouvoir en Russie. Alors chef du KGB, il est propulsé sur le devant de la scène par le premier président russe, Boris Eltsine. La même année, la veille du Nouvel An, Eltsine tire sa révérence en direct et Poutine lui succède à la tête du plus grand pays au monde. En mars 2000, Vladimir Poutine est élu président de la Fédération de Russie et remporte un deuxième mandat 4 ans plus tard. Les 8 ans de son mandat ont été marqués par la rébellion tchétchène. En avril 2009, la Russie met fin aux opérations de lutte contre le terrorisme et ordonne le retrait de ses troupes de la région. En 2008, Dmitri Medvedev, vu comme le jeune allié de Poutine, est élu président, tandis que Poutine devient Premier ministre et prend les rênes du parti au pouvoir Russie Unie, qui d'ailleurs contrôle le Parlement. En 2012, il reprend son poste à titre de président de la Fédération pour un mandat de 6 ans, grâce à un amendement constitutionnel. En 2014, après la révolution ukrainienne et la fuite de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych, la Russie s'engage à reprendre la Crimée. Poutine signe la même année le traité d'adhésion de la République autoproclamée de Crimée, l'annexant ainsi pour en faire d'elle le nouveau sujet de la Fédération de Russie. Il s'agit de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol. En raison de cette annexion, les relations entre l'Occident et la Russie n'ont jamais connu une telle tension depuis l'époque de la guerre froide. Et les puissances occidentales ont également accusé Moscou de soutenir militairement la lutte des séparatistes dans l'est de l'Ukraine. En 2015, la Russie a rendu à nouveau furieux les États-Unis et ses alliés occidentaux en intervenant dans la guerre syrienne pour aider les forces du président Bachar al-Assad à prendre le dessus sur les rebelles.
23 octobre 2019 à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, le sommet Russie-Afrique réunissait pas moins de 43 chefs d'État et de gouvernement africains autour de Vladimir Poutine. Objectif, mettre en scène un grand show diplomatique, mais surtout resserrer les liens commerciaux. Et dans ce domaine, une industrie se détache plus que les autres. Nous espérons que la Russie continuera à assurer la formation des militaires, y compris les officiers, pour l'armée dans les universités militaires en Russie. Avec environ 20 milliards de dollars d'échanges commerciaux par an, le poids économique de la Russie en Afrique reste aujourd'hui encore modeste. Mais Moscou peut s'appuyer sur les relations tissées durant la guerre froide pour reprendre pied sur le continent, et son influence est aujourd'hui multiple. Envoi de mercenaires ou de conseillers militaires par exemple en Libye, en Centrafrique ou au Mozambique, exportation d'armes comme en Égypte, en Algérie ou au Soudan, investissement dans les matières premières, en Guinée ou en Angola, mais aussi resserrement des liens diplomatiques et économiques comme en Éthiopie ou à Madagascar. Depuis le retour de Poutine au Kremlin, la prison redevient une arme politique. Notre enquête nous a conduit en Mordovie, là où est aujourd'hui enfermée Nadia des Pussy Riot, une rebelle qui doit être rééduquée, comme on disait à l'époque soviétique. Au-delà des politiques, 700 000 détenus de droit commun sont mis au pas dans les prisons russes. Nous avons découvert des méthodes extrêmement brutales. Nous avons rencontré des hommes, des femmes et des familles entières brisées. Une tragédie qui se joue à huis clos, en toute impunité. 20 ans après la chute de l'URSS, le goulag a changé de nom, mais ses usages perdurent.